Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne de l'ATU. Alors, c'est la première de 2021 et nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année en espérant vous voir en personne bientôt. Alors, encore une fois, aujourd'hui, nous vous présentons un conférencier fort intéressant qui abordera un sujet d'actualité et d'une importance capitale pour le bon fonctionnement des organisations publiques comme les sociétés de transport. La présentation durera une vingtaine de minutes et, comme à l'habitude, une période de questions suivra et vous pourrez écrire votre question au bas de l'écran Zoom sur le Q&A. Et j'en fais la lecture à notre conférencier que je vous présente sans plus tarder. Alors, Ahmed Bouhamida est gestionnaire responsable de la planification du service et de la salle de contrôle du transport adapté de la STM. Le taxi est une industrie sur laquelle repose le transport des personnes vivant une situation de handicap au Québec. Les sociétés de transport travaillent donc beaucoup avec les compagnies de taxi pour assurer le service de transport adapté. Et les changements qui ont été apportés par la loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, aussi connu sous l'appellation PL17 ou modernisation de l'industrie du taxi, ont eu des impacts sur la dynamique contractuelle entre les sociétés de transport et leurs contractants taxi. Donc, la conférence d'aujourd'hui a pour objectif de faire une analyse des impacts de cette loi. Donc, je cède sans plus tarder la parole à M. Bouhamida. Merci beaucoup Valérie. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci aussi pour les personnes qui probablement pourront regarder la présentation en mode enregistré. Alors, sans tarder, je vais commencer par partager mon écran et en parallèle, je pourrais seconder aussi Valérie et vous souhaiter une bonne année. Alors, je partage l'écran rapidement. Parfait. Est-ce que, Valérie, peux-tu juste me confirmer que la présentation est visible, s'il te plaît? Oui, c'est très bien. Parfait. Parfait. Bon. Alors, donc, sans tarder, la présentation d'aujourd'hui, comme Valérie l'a très bien résumé, donc, va apporter un angle de vue ou une analyse sur les impacts de la loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile, sur le transport adapté et la dynamique que le transport adapté a avec ces intermédiaires de taxi, ou devrais-je dire maintenant les répartiteurs de taxi. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va prendre le transport adapté de la STM comme référence naturellement, parce que je travaille pour la Société de transport de Montréal. On va présenter quelques chiffres pour faire une mise en contexte. Il va y avoir une description donc du tandem taxi-TA, donc comment la dynamique fonctionne entre le donneur d'ouvrage et le sous-traitant taxi. Un bref survol de la loi, donc sur le transport des personnes, transport rémunéré des personnes par automobile, et on fera une analyse donc du modèle. Et durant cette analyse-là, on va essayer de voir où est-ce que cette loi pourrait avoir un impact, que ce soit positif ou négatif. Et comme ça va amener à la fin à faire une piste de réflexion ou de mettre la table sur quelques orientations qu'on pourrait prendre. Alors, la portée de la présentation aujourd'hui, la présentation n'est pas une analyse de la loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et écrites là-dedans. Et si on veut consulter donc ces choses-là, je pense qu'elles sont plus ou moins publiques. Aujourd'hui, la présentation, elle va se baser sur un constat qui se veut objectif, qui est basé sur notre compréhension de la loi sur le transport de personnes rémunérées et sur notre expérience avec le taxi. Le niveau de détail, donc, il est relativement large pour une audience qui est large.
et la présentation va soulever des pistes de réflexion qui pourraient être applicables pour certaines sociétés de transport ou certaines réalités et peut-être qui ne pourraient pas non plus être applicables. Donc, sous toute réserve, l'objectif, c'est juste de faire l'analyse et de susciter cette réflexion-là. Quelques acronymes, c'est toujours bien de les détailler avant. Vous allez voir tout au long que je vais utiliser ces acronymes-là. Donc, OPTC, Organisme public de transport en commun. TA, donc tout simplement transport adapté. Et la fameuse loi qu'on est en train de regarder aujourd'hui, LTRPA, donc loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile. Alors, le TA de la Société de transport de Montréal, en quelques chiffres. Donc, vous convenez que j'ai pris les données de 2019. Je pense qu'on veut tous oublier l'année 2020 et même les chiffres ne sont pas représentatifs de cette année-là. Donc, pour 2019, notre bassin de clientèle était de 35 000 clients actifs, donc des clients qui sont admis et qui se déplacent dans la période récente. Par mois, on recevait, dépendamment des mois, mais en moyenne, on va dire 1000 demandes d'admission par mois. Donc, ça montre un peu à quel point le bassin augmente d'année en année. Ça, on le sait, la réalité nord-américaine, québécoise, montréalaise, donc fait en sorte qu'on a pas mal d'admissions à chaque fois. On a réalisé 4,4 millions de déplacements pour l'année 2019. Nos déplacements sont de type porte-à-porte et de type main-à-main. Donc, contrairement au réseau régulier des autobus, là où on prend les usagers donc d'un arrêt, on les dépose à un arrêt, nous, on va les chercher donc à la porte. Il y a la notion d'accompagnement et souvent, il y a aussi la notion de main-à-main pour certains types de déficiences, là où il faut qu'on laisse donc l'usager auprès du responsable avant de partir. Approximativement, la moitié de nos déplacements sont déjà connus à l'avance et planifiés. C'est ce qu'on appelle les déplacements réguliers. Donc, le reste des déplacements sont occasionnels et se réservent donc au fur et à mesure qu'on s'approche de la journée de déplacement. Donc, on a une fenêtre de 7 jours qui permet ces demandes de réservation-là. Alors, à l'interne, donc, nous avons approximativement 140 chauffeurs de minibus pour 86 minibus qui sont disponibles. Donc, notre force de frappe à l'interne, elle est décrite par ces chiffres-là. Le reste de la présentation va plus se consacrer sur la dynamique contractuelle et le modèle TA Taxi. Alors, donc, un graphique qui démontre un peu la répartition de notre clientèle par type de déficience. Donc, pour être admis au TA, il y a des critères, comme vous le savez, que la province décrit, et on suit ces critères-là pour admettre les clients. La proportion est ainsi, donc la majorité de nos clients ont une déficience motrice et la plus faible proportion, c'est les personnes autonomes. Alors, l'industrie du taxi. 89% de nos déplacements, vous avez vu les 4,4 millions qu'on a vu dans la diapositive précédente. Donc, 89% de ces déplacements-là sont effectués par le taxi, d'où l'importance d'avoir un regard sur ce que la loi, la LTPA a ramené comme modification, parce que c'est important. On fait affaire avec 9 répartiteurs de taxi. Donc, désormais, on les appelle répartiteurs de taxi et qui sont en contrat avec nous, anciennement appelés les intermédiaires. Là-dedans, il y a 9 contrats berlines et 4 contrats accessibles. Donc, les contrats berlines, c'est des véhicules normaux, comme les véhicules de taxi normaux. Et les accessibles, c'est les vannes adaptées qui sont adaptées pour avoir des aides à mobilité plus volumineuses. On a approximativement 1500 chauffeurs de taxi, donc tout au long de l'année 2019, qui ont travaillé pour ces 9 répartiteurs-là et qui ont fait du transport adapté pour nous. Comment ça fonctionne, la dynamique, vu qu'il y a comme 3 niveaux, il y a le client, il y a le transport adapté de la STM et il y a l'intermédiaire ou le répartiteur. Donc, les clients réservent chez nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous planifions le service
et on distribue les déplacements donc en tournée, on donne ça aux répartiteurs. Les répartiteurs de taxi livrent le service, donc ils le donnent à leur tour aux chauffeurs de taxi qui vont livrer le service. Nous, on gère la livraison le jour même pour s'assurer que tout est beau, les variations, donc les annulations, les ajouts et tout, et aussi tout incident qui risque de se produire. Donc tout ce qui diverge de ce qui a été planifié, on le gère le jour même. Et tout au long donc, de la livraison et même après la livraison, nous mesurons la qualité du service et nous gérons cette qualité de service-là pour s'assurer que le service imparti répond aux mêmes critères de qualité qu'on s'est engagé avec notre clientèle. Alors, un survol donc de la LTRPA. Alors, l'objectif, avant qu'elle devienne une loi, donc c'était un projet de loi 17, son objectif c'était de moderniser l'industrie de taxi et de déployer de nouvelles technologies. Donc ça c'était l'objectif de la loi avant qu'elle soit adoptée. Aussi, une fois adoptée, qu'est-ce qu'elle a fait cette loi? Donc elle a aboli les fameux permis de taxi. Donc pour rappel, avant l'entrée en vigueur de la loi, pour être chauffeur de taxi, il fallait avoir un permis pour exercer. Elle a aboli les territoires. Donc, ça aussi, avant, à titre d'exemple, ici, on peut voir sur l'île de Montréal, il y avait 3 territoires, donc le fameux A5 à l'est, le A11 au milieu, le A12 dans l'ouest. Et il y avait des intermédiaires de services qui étaient affiliés à ces territoires-là, et leurs chauffeurs aussi étaient affiliés à leurs chauffeurs. Donc, ça a réglementé le travail en territoire. Donc, la loi est venue enlever ces territoires-là, et ça peut s'appliquer aussi à l'extérieur de l'île de Montréal. La loi aussi, elle a allégé la charge administrative, ainsi que la formation requise pour devenir un chauffeur autorisé. Donc, charge administrative, c'est synonyme permis, synonyme toutes les démarches qu'il fallait faire avant. Là maintenant, c'est rendu relativement plus simple. Et aussi en termes de formation, donc à titre d'exemple, le bureau de taxi, donc la formation était à 150 heures. Maintenant, la formation elle est plus petite que ça. Il y a 2 formations, une formation de base et une formation pour conduire un véhicule adapté. La loi aussi, elle a introduit ce qu'on appelle la tarification dynamique, un peu comme les nouvelles technologies ont amené. Donc, quand il y a un pic de demande, alors on risque de payer plus cher le déplacement. C'est le principe de l'offre et la demande. Et aussi probablement qu'en période hors pointe, là où il y a moins de déplacements, on risque de payer moins cher. Donc, la loi a introduit cette tarification dynamique-là. Et elle a aussi introduit une redevance, donc 90 cents par client, par usager. On est exonéré, donc les OPTC, le transport adapté est exonéré de cette redevance-là, qui avait ou qui a comme objectif de financer le remboursement des coûts des permis qui étaient relativement élevés avant que la loi arrive. Alors, la loi aussi, quelque chose qui est important pour nous, la loi a réservé le transport adapté pour l'industrie du taxi. Donc, ça confirme encore l'importance de mieux regarder comment cette dynamique-là entre nous et le taxi a été impactée par la loi. Et finalement, donc, la loi elle a remplacé l'intermédiaire de service par 2 entités, un répartiteur et un répondant. Pour faire une longue histoire courte, donc le répartiteur a théoriquement moins de responsabilités, que ce soit en termes de gestion, donc des plaintes, gestion de qualité de service, alors que le répondant, lui, a plus de prérogatives ou plus de responsabilités là-dedans. Donc, ici, ce que je résume, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels pour la présentation ici. C'est sûr et certain qu'il y a pas mal de détails que vous pouvez les retrouver sur le site de Transport Québec où il y a tous les détails de ce que la loi a amené. Mais pour des fins de simplicité, donc je me limite à ça. Alors, l'analyse du modèle TA Taxi, donc rien de bon que le bon modèle, force, faiblesse, menaces et opportunités pour faire une analyse stratégique de la dynamique entre transporteurs et taxis.
Et tout au long donc, de ces 4 catégories-là, je vais essayer d'expliquer chacune des forces, des faiblesses, des menaces ou des opportunités. Et à la fin de chaque catégorie, je vais essayer de venir pour montrer lesquels qui pourraient être impactés par la loi. Donc, c'est comme on met la dynamique taxi-TA sous le microscope et une fois qu'on voit cette dynamique-là en clair, ben, on va voir la loi sur les transports de personnes rémunérées par automobile. Est-ce qu'elle va venir accentuer, par exemple, des forces ou réduire des forces? Est-ce qu'elle va venir accentuer des faiblesses? Est-ce qu'elle amène des opportunités? C'est un peu ça l'objectif ou le cœur de cette présentation. Donc, sans tarder, les forces du modèle TA Taxi, c'est une offre de service qui est en adéquation avec les déplacements de type porte-à-porte. Donc, contrairement à un réseau régulier où il y a une ligne qui est bien déterminée, les gens vont y aller vers cette ligne-là et attendre aux arrêts déterminés pour soit prendre l'arrêt le plus proche de leur point de départ et s'arrêter à l'arrêt le plus proche de leur point d'arrivée. Donc, nous, c'est porte-à-porte. Et vu que c'est un déplacement porte-à-porte, il y a des endroits qui sont plus étroits, donc des rues plus étroites. Le stationnement est difficile parce qu'il faut stationner, sortir du véhicule et aller faire l'embarquement. Donc, il y a plein de raisons qui font en sorte que le taxi est en adéquation avec ce type de service-là de porte-à-porte. Également, une présence simultanée sur l'île de Montréal. Donc, ça donne une force de frappe qui est intéressante ou qui est aidante pour répondre donc aux changements de dernière minute, donc des retards au niveau de l'embarquement, un client qui manque un service, un retour médical. Donc, on sait qu'on peut compter sur le fait que les taxis sont partout positionnés sur l'île de Montréal. Si on voudrait remplacer ça par notre régie à l'interne, donc ça va coûter extrêmement cher et c'est quasiment impossible de mettre des minibus partout sur l'île de Montréal pour répondre aux besoins. Donc, c'est faisable, mais ce n'est pas le moyen le plus économique ou le plus viable dans le temps. Alors, c'est un modèle aussi qui répond au pic de demande de déplacement. Donc, tout à l'heure, je parlais que c'est plus viable d'avoir le taxi. Là, on va le voir en termes de chiffres. Donc, ça, c'est les chiffres de 2019. Donc, c'est une journée typique de déplacement. Là où on voit ici les heures de la journée. Donc, on commence à 6 heures le matin le service et on va jusqu'à minuit, même légèrement après. Le plus important, c'est de voir combien on a de déplacements et comment nos pics réagissent. Donc, on a un pic entre 8h et 8h30, là où nous faisons pratiquement 1000 déplacements à ce moment-là. Donc, il y a 1000 clients qui embarquent ou qui débarquent à ce moment-là. Et on voit que la pointe, elle est pas mal en pic. Après cela, elle descend pour refaire une autre pointe vers les coups de midi et une autre pointe relative ou un autre pic qui ressemble au celui de la matinée, mais qui est en après-midi. Donc, tout ça pour dire quoi? Si on voudrait avoir des véhicules à l'interne qui répondent à cela, ben, il faudra qu'on ait autant de véhicules pour déplacer 1000 clients à la fois et après cela, ces véhicules-là ne vont rien faire. Donc, c'est pour ça que le taxi répond bien parce que lorsque le TA, lorsqu'ils ne travaillent pas pour le TA, ben, ils peuvent faire autre chose en parallèle de ces pics-là. Maintenant, en termes d'espace aussi, donc une des forces du modèle TA Taxi, c'est que même si on voudrait avoir un véhicule qui est plus grand ou qui offre plus d'espace, la nature de nos déplacements, vu qu'elle est de type porte-à-porte et pas en ligne bien déterminée, alors même si on voudrait mettre plus de clients à la fois, théoriquement, c'est impossible. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des véhicules qui sont démesurément grands. C'est sûr, il y a des exceptions là où on va amener un groupe de personnes d'un point A à point B. Mais en général, on peut voir ici en 2019, on a fait ce qu'on appelle le taux d'entassement, qui est un indicateur qu'on suit au niveau de la planification du service. Et vous pouvez voir que ici, en bleu, c'est le nombre de fois où on était, le pourcentage de temps là où le taxi était vide. Un passager, pratiquement 42% du temps, on était à un passager. Et à 25% du temps, on était à 2 passagers.
à pratiquement 10% du temps, on était à 3 passagers à la fois, simultanés, au même moment, au bord du véhicule. Et à 4 passagers, c'est seulement 2,26. Donc, ça sert à rien d'avoir des véhicules avec 10 passagers ou quelque chose comme ça, parce que de toutes les façons, lorsqu'on confectionne les horaires et les tournées en termes de déplacement, il est très difficile de jumeler beaucoup plus de monde parce que chacun va y aller d'un point A à un point B. L'île de Montréal est assez grande dans ce terme-là. Alors, les coûts. Donc, les coûts d'exploitation du modèle de taxi donc, aident aussi à atteindre un coût de déplacement relativement plus bas que celui du minibus. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont publics. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Un grand véhicule prend ça coûte plus cher à l'entretenir par rapport à un véhicule taxi. Et l'autre force qu'on a développée au fil des années, c'est qu'on est arrivé à un modèle qui est rendu relativement mature en termes de gestion de qualité de service et en termes de bonification de performance. Donc, on a pas mal d'indicateurs qu'on suit. Ici, je donne l'exemple de la ponctualité du service. Et là, on peut voir combien de fois du temps on est à l'heure. Donc, on respecte notre engagement de prendre le client à l'intérieur de ces 30 minutes et combien de fois on est en retard et combien de fois on est en avance. Et on peut même aller plus loin donc pour voir lorsqu'on est en avance ou on est en retard, c'est dans les 5 minutes qui sont très proches de la plage. Donc, ce que vous voyez ici en histogramme, c'est les intervalles de temps. Donc, pour savoir la ventilation des retards ou du temps qu'on est à l'heure. Donc, juste pour dire que à force de collaborer et à force de travailler avec le taxi et de mesurer la performance, on est arrivé à un modèle qui est relativement mature. Donc, ça résume un peu les forces que je vous ai présentées. Maintenant, est-ce qu'il y a des impacts que la loi, la LRTPA a amené? Alors, on va voir. Ici, le fait de retirer les territoires, donc c'est quelque chose qu'on devrait regarder de près parce que historiquement parlant, les intermédiaires de services dans le temps donc, étaient plus concentrés sur un territoire et les chauffeurs de taxi soit vivaient dans le même territoire ou étaient proches, mais travaillaient tous dans le même territoire. Donc, il y avait comme une certaine dynamique. Ils venaient au bureau pour avoir les feuilles de route, pour faire des choses comme ça. Et ça a développé une force de frappe dans un endroit précis. Et si on reprend le modèle de l'île de Montréal, donc nous, on sait quel intermédiaire il est dans quel coin et on peut compter sur cet intermédiaire-là avec une force de frappe qui est dans cet endroit-là. Donc, oui, le retrait des territoires peut amener des opportunités, mais par rapport à cette force-là, c'est un point de vigilance qu'on devrait garder parce que la force de frappe locale dans un territoire pourrait s'effriter avec le temps si l'intermédiaire n'a plus besoin ou le répartiteur n'a plus besoin de maintenir cette force de frappe-là locale. Donc, l'autre point de vigilance qu'on devrait garder comme transporteur, c'est qu'on a dit que le modèle est arrivé à maturité. On arrive à gérer la performance, à suivre les indicateurs de près, mais le fait d'avoir un répartiteur et un répondant au niveau de la loi et le fait que le répartiteur ait moins de responsabilités en termes de gestion de qualité de service, c'est un point de vigilance aussi à garder en tête parce qu'avec le temps, l'investissement dans la qualité pourrait être moindre parce qu'il est plus requis par la loi. Donc, c'est quelque chose à garder comme vigilance. Et on peut voir les pistes de solutions, comment on pourrait contrer ça. Donc, ça résume les impacts des forces. Alors, je vais aller directement aux faiblesses donc, du modèle TA Taxi. C'est clair, la première faiblesse, c'est la dépendance. Donc, un service qui est imparti et qui est imparti à 89% pour Montréal, et j'imagine le pourcentage peut varier pour mes autres collègues. Donc ça, c'est quelque chose c'est une faiblesse et c'est pour ça qu'on arrive à des pistes de solutions dans le futur. Il y a une concurrence aussi avec la clientèle privée ou autres contrats tels que le transfert médical. Donc on a vécu des épisodes périodiquement, donc là où il y avait une forte demande,
que ce soit pour le médical ou que ce soit pour la clientèle privée, ben, il y avait comme une certaine cannibalisation de l'offre, et à des moments où on avait besoin peut-être des véhicules, ben, les véhicules étaient pris pour autre chose. Donc ça, c'est un fait. Il y a aussi un taux élevé de renouvellement dans le bassin des chauffeurs. Donc, il y a une couple de jours, j'ai assisté à une webconférence qui était organisée par le BTM et le conférencier, M. Warren, a amené pas mal de choses très intéressantes. Donc, je ne veux pas m'improviser sociologue là-dessus, mais il a amené pas mal de points qui expliquent pourquoi il y a pas mal de renouvellement dans ce bassin-là. Et c'est la réalité du taxi. Donc, plus de renouvellement veut dire qu'il y a des enjeux donc de formation, de suivi de qualité de service, parce que ça roule. À titre d'exemple, avant la pandémie, on avait un taux de roulement dans le bassin des chauffeurs qui était de l'ordre de 30%. Donc chaque année, il y a le tiers qui se renouvelait, le tiers des chauffeurs de taxi. Alors, l'autre faiblesse, c'est que l'industrie du taxi n'a pas suivi le virage technologique, ou ne l'avait pas suivi donc avant que peut-être la loi arrive, ou les dernières années. Et ça, donc, généralement, quand on est dépendant d'une industrie à 89% du temps, et que on a vu historiquement les industries qui ne suivent pas donc les virages technologiques, donc peuvent avoir un risque par rapport à leur pérennité. Donc, qui dit risque, pérennité, et qui dit dépendance envers cette industrie-là. Donc, ça, c'est une des faiblesses qui est au niveau à l'interne de l'industrie taxi. Alors, un modèle donc qui risque d'être un peu moins performant en région. Donc ça, je parle peut-être pour certaines des régions, là où probablement il pourrait y avoir moins de compagnies de taxi. Donc sur l'île de Montréal, on a un certain avantage. Donc on a plusieurs répartitions de taxis. Peut-être qu'ailleurs, ben, il y a moins de compagnies de taxi ou peut-être même une situation de monopole. Donc si on fait affaire en grande partie avec l'industrie de taxi, donc ça constitue une faiblesse à ce niveau-là. Alors, ça résume les faiblesses. Maintenant, est-ce qu'il y a encore une fois, est-ce que la loi, la LTRPA, est-ce qu'elle a accentué des faiblesses à ce niveau-là? Donc, en effet, donc, comme vous l'avez vu au début sur le survol, donc la loi, elle nous oblige de faire affaire uniquement avec l'industrie taxi. Donc, nous n'avons pas le choix que de trouver des solutions pour atténuer ces faiblesses-là ou de capitaliser sur les opportunités que la loi amène. Donc, ça, c'est le constat qu'on fait ici. Donc, les menaces qui viennent de l'externe, au niveau de la collaboration TA-taxi. Alors, le financement. Donc, ça aussi, c'est un sujet qui est relativement intéressant. Donc, le financement versus un paiement compétitif des services. Donc, j'ai parlé tantôt dans les faiblesses qu'il y a une certaine concurrence. Donc, le meilleur exemple que je peux donner ici, c'est que le financement du transport adapté, lui, il est pas mal fixe, donc indexé, mais pas mal fixe, alors que quand on fait affaire à 89% avec un fournisseur de services externe qui, lui, pourrait être assujetti à des variations de coûts, donc un modèle de financement stable ne pourrait pas répondre parfaitement là-dessus. Donc, un financement pareil pourrait être très bien en un instant T, mais pas tout le temps. Donc, le meilleur exemple que je peux donner ici, c'est par exemple dans l'industrie des cellulaires. Donc, si par exemple le prix des mémoires qu'on utilise pour fabriquer les cellulaires augmente, on va le voir immédiatement avec une augmentation des prix des téléphones ou les ordinateurs portables ou quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas maintenir, le fabricant ou le vendeur ne peut pas maintenir un prix qui est stable alors qu'il y a une fluctuation dans les prix d'approvisionnement. C'est la même chose. Nous, à certains moments, quand il va y avoir de la compétition, et quand il va y avoir des périodes où le chauffeur de taxi va prendre des choix d'aller à d'autres courses extérieures qui sont meilleures ou plus payantes, donc il faut qu'on fasse quelque chose, et un financement qui est stable ne pourrait pas répondre tout le temps à cette réalité-là.
Disponibilité des véhicules accessibles, donc elle est liée directement au programme de subvention pour l'adaptation des véhicules. Donc ici, pour faire une longue histoire courte, donc historiquement pour devenir un chauffeur de taxi et pour faire du TA. Donc, soit on avait la possibilité d'avoir un permis de taxi, donc les fameux permis à 200 000 $ comme tout le monde l'a vu ces derniers mois, ou de passer via un permis restreint qui fait exclusivement du transport adapté ou le médical avec un van adapté. Donc, c'était le point d'entrée et c'était aussi l'incitatif pour que la personne devienne chauffeur de taxi. Alors, donc, on est bien choisi, donc c'est maintenu encore ce programme-là, mais c'est une menace parce que si ce programme-là s'arrête, il n'y aurait pas d'incitatif pour que le chauffeur de taxi veuille faire de l'accessible parce que de toutes les façons, il peut faire autre chose. Alors ça, c'est un point aussi qu'on va voir plus tard avec les impacts. C'est une industrie, donc c'est une industrie qui est en mouvement depuis des années. Donc, des facteurs externes qui font en sorte que cette industrie-là bouge depuis des années. Et quand le service est lié en grande partie à une industrie qui est en mouvement, ben, il y a des menaces externes qui peuvent influencer cette dynamique-là. Alors, et pas un meilleur exemple que les plateformes technologiques, les Uber de ce monde-là, qui peuvent avoir un risque ou amener un risque donc de disparition du métier de chauffeur de taxi traditionnel qui lui fait le transport adapté. Donc, ça c'est une menace qui vient de l'externe, qui accentue l'érosion peut-être du bassin des chauffeurs et on l'a vu au fil des années, donc juste sur l'île de Montréal, à cause de plusieurs raisons. De mémoire, en 2017-2018, on était pratiquement 15 000 chauffeurs de taxi. Un an après, on était tombé à 9 000 chauffeurs de taxi. Donc, on voit l'effet immédiat de ces changements-là. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la pandémie, donc on est en contexte de pandémie et en effet, c'est une menace externe et la pandémie, elle a influencé donc des métiers qui sont relativement précaires ou des métiers qui sont liés à l'activité économique normale, donc la restauration, l'hôtellerie. Et nous, on fait partie, donc les chauffeurs autorisés, aujourd'hui on les appelle comme ça, donc les chauffeurs autorisés. Donc quelqu'un ne peut pas attendre longtemps sans salaire, il peut se recycler dans d'autres métiers et comme ça, ben, ça va encore une fois accentuer l'effet d'érosion ou la disparition du métier de chauffeur de taxi. Alors, est-ce que la loi est venue accentuer des menaces? En effet, donc encore une fois, le fait de faire affaire avec le taxi traditionnel uniquement, donc ça fait en sorte que on est donc à la merci de la disponibilité et l'exode donc des chauffeurs de taxi. Maintenant, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles que la loi a amenées? Oui, en effet. Donc, il y a pas mal d'opportunités. L'ouverture des territoires, on les a vus comme impact, mais aussi ça pourrait être vu comme des opportunités positives. Donc, notamment pour améliorer les services en région. Donc, s'il y a une force de frappe dans un endroit qui n'est pas utilisé, ben, elle peut y aller donner un coup de main ailleurs, là où il y a une demande, mais il n'y a pas de disponibilité de taxi, et vice-versa. Il y a le fait de réduire les exigences à l'entrée, donc on anticipe probablement d'avoir plus de personnes qui sont intéressées. Alors, à la fois, on a peur que le bassin des chauffeurs s'effrite, mais à la fois, il y a certaines parties de la loi qui amènent cette flexibilité-là ou cette opportunité-là. Alors, la libération aussi du marché, parce que la loi, comme on le sait, elle a libéralisé le marché, elle a aboli les territoires et elle a réduit les exigences pour être un chauffeur autorisé. Alors, cette libéralisation-là, donc, elle est synonyme de plus d'offres par rapport à la demande. Et quand on a plus d'offres par rapport à la demande, alors, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? C'est que, oui, on a vu la tarification dynamique qui risque d'augmenter la facture pendant les heures de pointe, mais elle risque aussi d'amener une rémunération sur une base annuelle qui est moindre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est comme si on a
mis plus de personnes à partager donc les mêmes revenus. Et à un certain moment, ces revenus-là sont très élevés. Donc oui, sur une base momentanée ou temporaire, donc on fait de l'argent, mais sur une base annuelle, donc ça réduit la rémunération annuelle. Donc ça fait en sorte que on pourrait avoir en réalité un effet positif à cela. Pour nous, le transport adapté, c'est qu'on peut avoir une offre qui est supérieure à la demande et les gens qui veulent avoir un revenu annuel qui est plus fixe peuvent se diriger vers le transport adapté parce que c'est stable dans le temps et on garantit un certain volume de déplacement. Donc ça, c'est une grande opportunité qui pourrait venir compenser les impacts qu'on a vus et qui impactent le bassin des chauffeurs de taxi. Alors, on peut aussi voir émerger un nouveau profil de chauffeur donc, pour le transport adapté, parce que depuis que le TEA sous-traite avec l'industrie de taxi, donc on travaille avec ce qu'on appelle le bassin traditionnel de chauffeurs de taxi. Alors, qui passe par les deux permis à haut niveau que j'ai cités tout à l'heure, donc le permis à 200 000 $ ou anciennement ou le permis restreint. Mais le fait d'avoir une ouverture là-dessus, probablement qu'on va avoir des gens qui ont plus de cordes à leur violon en termes de, par exemple, connaissance de clientèle avec déficience intellectuelle, mais qui sont plus intéressés à être à l'extérieur et transporter les gens qu'être à l'intérieur. Donc, je cite ça comme un exemple. Je ne sais pas si ça va y arriver ou non, mais c'est intéressant de voir que on va avoir des nouveaux profils qui vont venir et qui pourraient contribuer à cela. C'est sûr que là-dessus, il faut toujours être vigilant parce que le métier de chauffeur de taxi ou de chauffeur autorisé, ça prend aussi des prérequis là-dessus. Ça prend que quelqu'un puisse aimer faire la route ou aimer rester à l'extérieur ou faire des journées qui sont pas mal longues avec des amplitudes, donc des périodes vides au milieu. Donc, ça ne veut pas dire que n'importe quel profil pourrait le faire, mais ça ouvre le spectre vers de nouveaux profils qui ne pourraient qu'être bénéfiques pour nous, transport adapté. Donc, ça résume un peu les quatre angles d'analyse, donc les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités, ce qui nous amène à des pistes de réflexion ou des possibilités qu'on pourrait envisager comme société de transport pour soit garder une vigilance sur les points qu'on a vus qui pourraient être impactés par la loi, ou de capitaliser ou de faire plus, de rentabiliser mieux les opportunités que la loi nous amène. Alors, donc, première des choses, ou première réflexion que je pourrais vous partager, c'est que oui, il y a beaucoup d'impacts qui sont sortis dans cette analyse-là, mais c'est pas synonyme nécessairement de mauvaises nouvelles. Donc, c'est juste synonyme qu'on est au carrefour, dans le carrefour de chemin qui nous oblige, qui nous pousse à revoir nos façons de faire, de les évoluer parce que l'écosystème donc du taxi est en train d'évoluer et cette évolution-là, elle s'est accentuée avec la loi qu'on analyse aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier constat ou la première réflexion. La deuxième, c'est que si on voudrait capitaliser sur les opportunités de la loi ou réduire ses impacts sur nous comme transporteurs qui se reposent majoritairement sur l'industrie taxi, il faudrait qu'on travaille vers une professionnalisation du métier du chauffeur de taxi. Donc, oui, il y a une couche entre le transporteur et entre le chauffeur de taxi. Donc, cette couche-là s'appelle le répartiteur et on ne voudrait pas bypasser cette couche-là ou la dépasser pour plusieurs enjeux d'ordre légal, si je peux utiliser le terme. Mais il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on adapte nos façons de faire pour aider l'intermédiaire ou le répartiteur afin qu'on rende ce métier-là plus professionnel et plus il est professionnel, plus il va nous aider. Donc, c'est par exemple avec un modèle, changer nos modèles d'affaires ou nos modèles contractuels avec les répartiteurs pour garantir des revenus annuels plus stables. Donc, on a vu tout à l'heure que l'aspect revenu pourrait être un critère
pour qu'un chauffeur autorisé fasse le choix d'aller faire autre chose que le TA pendant les heures où c'est plus payant de rester faire du privé. Donc, nous, si on table sur un modèle qui va garantir, qui va peut-être réduire les heures de travail de ces entrepreneurs-là et d'augmenter leur rémunération par rapport au temps dépensé, ça va aider à ce que le transport adapté devienne plus attractif et ça va donc pousser le monde à donner plus de disponibilité pour le TA. Donc, nous, on a toujours agi, et j'inclus Montréal là-dedans, on a toujours agi comme un donneur d'ouvrage. Est-ce que c'est le moment de penser ou de réfléchir aux moyens de plus devenir un partenaire d'affaires? Parce que donneur d'ouvrage uniquement, c'est que je donne aux répartiteurs donc les courses et je m'attends à ce que tout se fasse comme il faut, que ça répond à mes prérogatives en termes à mes objectifs en termes de qualité de service et tout et tout. Mais on voit que la loi a réduit les responsabilités du répartiteur. Donc, si on n'intervient pas dans cette dynamique-là, tout en gardant nos distances légales, je pense qu'on va juste probablement rater ce virage-là et rater ce bateau-là. Quelques pistes donc de réflexion, c'est un exemple très simple. Donc, j'ai un territoire qui n'est pas desservi en ce moment et j'ai besoin de déplacer le monde dans ce territoire-là. Donc, au lieu juste de faire un appel d'offres ou d'attendre un gré à gré, un contrat gré à gré pour que quelqu'un soit disponible là, peut-être qu'on peut développer des nouveaux territoires ou des nouveaux joueurs dans des nouveaux territoires. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'actions qui est très positives là-dessus, qui se font en région ou à l'extérieur de l'île de Montréal, là où on cherche du monde qui font du taxi sur l'île de Montréal et qui ont des capacités ailleurs pour gérer des déplacements ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui aide. Et vice-versa. Donc, ça pourrait être aussi dans l'autre sens. Aider le partenaire taxi à développer des programmes d'intégration pour les nouveaux chauffeurs. Donc, on a vu comme menace tout à l'heure, c'est que la loi pourrait accentuer l'érosion ou la rotation dans ce bassin de chauffeurs-là parce que la porte d'entrée elle est plus large, les critères sont plus bas et ça fait en sorte que plus de personnes pourraient être intéressées. Et si un nouveau chauffeur n'ayant pas fait beaucoup d'années de taxi vient directement faire le transport adapté, ça pourrait être un risque pour nous en termes de qualité de service. Donc, si on essaie de sortir de notre zone de donneur d'ouvrage et d'aller plus loin pour aider l'intermédiaire ou le répartiteur à ce qu'il nous aide, ça serait intéressant de voir comment on pourrait développer des programmes d'intégration pour les nouveaux. Auditer aussi, auditer les processus donc des partenaires taxi. Donc, la loi a réduit leurs exigences. Donc, nous, si on fait confiance aveugle et on dit que c'est comme ça et on s'attend juste à ce que le répartiteur fasse le travail, s'il ne le fait pas, on le pénalise. Donc, ça pourrait être à double tranchant et ça pourrait ne pas servir notre clientèle. Donc, sortir encore une fois de notre zone de donneur d'ouvrage et aider le partenaire taxi à être meilleur, ça ne pourrait que être bénéfique pour nous. Donc, il y a une phrase qu'on dit souvent au TA, c'est qu'on ne pourra jamais être meilleur que le moins bon de nos intermédiaires. Donc, il faut qu'on nivelle par le haut. Et ça, on peut le faire en faisant des audits et en aidant l'intermédiaire à mieux faire ses fonctions opérationnelles si on arrive à donner des conseils ou des choses comme ça. L'offre de service. Donc, on n'a pas parlé de l'offre de service. Ça, c'est une piste de réflexion. Je ne détiens pas de réponse là-dessus, mais poser la question, je pense, c'est pertinent en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a une offre de service qui était depuis les dernières années, qui reste relativement la même, mais là, notre écosystème sur lequel on se repose, donc, a changé d'une manière drastique. Donc, est-ce qu'on pourrait revoir certaines choses sur notre offre de service? Est-ce qu'on pourrait, je sais qu'il y a des collègues qui le font, nous aussi à Montréal, on l'a fait à un certain moment. Est-ce qu'on peut regarder les générateurs de déplacement pour aller les consulter, pour leur dire, regardez, aujourd'hui, la loi fait en sorte que
la LRTPA fait en sorte que les heures de pointe sont plus chères à réaliser, parce qu'on peut déplacer dans le temps donc les moments auxquels vous générez ces déplacements-là. Et ça ne pourrait qu'être bénéfique pour tout le monde. Donc pour nous, en termes de capacité véhiculaire, en termes de coûts, et ça va être bénéfique pour le client et pour ce générateur-là de déplacement, parce que ça va être déplacé dans les temps requis et avec la qualité de service qu'il faut. Donc c'est une question large et ouverte, mais ça vaut la peine, je pense, d'y réfléchir. Et chaque société de transport devrait avoir ses propres réalités selon l'endroit où elle opère. Alors, aussi, la loi va nous pousser à ce qu'on le fait déjà très bien, on le fait via la TUC, et le meilleur exemple, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, c'est des réflexions de partage d'informations, mais probablement qu'on devrait collaborer davantage, surtout entre les TR limitrophes, parce que maintenant, vu qu'il n'y a pas l'enjeu des territoires, et pour que le fait de casser les territoires change d'endroit, change de la partie menace ou faiblesse et arrive dans la partie opportunité, ben, il faudra qu'on collabore entre surtout les TR qui sont proches pour mieux gérer peut-être les capacités véhiculaires ou les déplacements, mais ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, ce qui m'amène à la fin de la présentation et à la période de questions. Parfait, merci Ahmed. Effectivement, là, comme tu l'as mentionné, entre autres, à la TUC, c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressés. Donc, on a vraiment travaillé, nous, avec le gouvernement pour assurer l'adoption d'une loi qui tient compte des besoins et des préoccupations du TIA. Et maintenant, même si la loi est déjà en vigueur, on poursuit notre collaboration avec le ministère pour assurer une transition harmonieuse vers le nouvel encadrement de l'industrie qui est prévu par la loi. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Donc, à haut niveau, quels sont les indicateurs de performance utilisés par la STM pour gérer la qualité du service taxi? Il me semble que Dominique Théâtre qui en parlait. Oui, à certaines diapositives, on a parlé de la maturité, donc c'était une des forces qu'on a constaté dans le modèle de collaboration. Et cette maturité-là de mesure s'exprime en plusieurs. On a plusieurs indicateurs qu'on utilise à la STM. Majoritairement, je peux les partager en deux. Donc, c'est un groupe d'indicateurs qui va mesurer la performance opérationnelle, c'est-à-dire la disponibilité des véhicules. Est-ce que les véhicules sont disponibles? Et quand ils sont disponibles, est-ce qu'ils déplacent les clients à l'heure? Donc, ce qu'on appelle la fiabilité et la ponctualité. Donc ça, c'est une partie qu'on regarde avec plein d'autres indicateurs semblables à cela. Et en parallèle, on vient rajouter une couche qualité qui a le même poids ou la même importance en termes de gestion d'intermédiaires. Et on va voir quand le répartiteur fait le travail, donc quand il est fiable et ponctuel, est-ce qu'il le fait avec qualité? Donc, est-ce que j'ai moins de plaintes? Est-ce que l'embarquement et le débarquement se fait d'une manière sécuritaire? Est-ce que la courtoisie, elle est là? Donc, on a un programme de clients mystères qui mesure ça. On regarde aussi les plaintes qui rentrent via la clientèle et les évaluations qu'on fait sur la route par nos gestionnaires sur la route. Donc, grosso modo, il y en a beaucoup d'indicateurs, mais dans le cadre qui nous intéresse, je dirais que c'est ça les deux grandes familles d'indicateurs qu'on utilise. Prochaine question, avez-vous des exemples précis pour aider le répartiteur taxi à favoriser la professionnalisation du métier de chauffeur de taxi? D'accord, on va le thème. Donc, pour rendre le métier plus professionnel du taxi, alors, il y a pas mal d'exemples. Je peux peut-être donner l'exemple qui s'est appliqué à la STM. Et honnêtement, avec toute transparence, lorsqu'on a fait cette initiative-là, c'était plus pour amener la capacité véhiculaire. Mais en faisant cette initiative-là, un effet secondaire positif à cette initiative-là a fait en sorte que le métier rendu relativement professionnel. Quelle est cette initiative-là? Donc, fin 2017-2018, on a fait face à un grand problème de manque de véhicules. Donc, c'était le plein emploi. Plein emploi veut dire que le bassin de chauffeurs a été réduit.
parce qu'on le sait, c'est pas les emplois les plus rémunérés. Et il y avait, de mémoire, il y avait comme plus que 100 000 postes à combler au Québec avec une moyenne de salaire de 20 $ et plus. Donc, c'était très difficile d'avoir un nombre de chauffeurs disponibles, continuer à payer nos contrats avec le taximètre comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'était vraiment difficile. Alors, on a essayé de trouver une solution parallèle pour dépenser pratiquement le même volume d'argent qu'on dépensait, mais en ayant plus de chauffeurs disponibles. Donc, on a changé, en bon français, on a switché vers un modèle qui paye à l'heure au lieu de payer au taximètre. Et de ce fait-là, donc on a réduit le nombre de chauffeurs requis. Et de ce fait-là, ben, ça fait que la rémunération des chauffeurs était plus élevée. Donc, on a gardé un nombre plus bas des chauffeurs requis qui étaient plus habitués à faire le TA. On a réduit le nombre de chauffeurs occasionnels qui venaient de temps à autre. Donc ça, c'est une piste de solution qui a amené à ce que le même chauffeur ou la même chauffeur fait le TA davantage et devient plus professionnel dans son métier. Donc ça, c'est un exemple que je peux donner, mais la présentation donc vise à ce qu'on se pose ces questions-là justement pour chercher d'autres pistes de solutions. C'est bien, dans le fond, c'est le client qui en bénéficie grandement aussi en bout de ligne. Si redevance exonérée au TA, donc aucune facturation, évidemment. Si le TA était exonéré de la redevance. Exactement. Donc, on a eu la confirmation à maintes reprises, même via la TUC, qu'on est exonéré là-dessus. Ouais. Comment pourrons-nous côtoyer le transport à la demande et le transport adapté public? Quels seront les impacts sur la qualité du service et la sécurité des usagers ayant des limitations? Donc, ça revient un peu à la menace donc, que tout ce changement-là, que ce soit technologique ou légal, amène, du fait qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent faire le transport adapté. Et ça revient à la piste de réflexion qui pousse à ce qu'on doit changer de fusil d'épaule et arrêter d'être un donneur d'œuvre et d'aller comme un partenaire d'affaires pour favoriser à ce que des chauffeurs autorisés soient dédiés pour le transport adapté et aiment faire le transport adapté et que ce soit logique pour qu'ils restent aussi pour le transport adapté. Si on arrive à ça, on va sécuriser donc les aspects amenés par la question. Combien de chauffeurs taxis et de véhicules? J'imagine que c'est une question qu'on a, mais j'imagine que c'est peut-être pour la STM. Je ne sais pas si la personne... Excuse-moi, ça a comme coupé, je n'ai pas entendu la question. Combien de chauffeurs taxis et de véhicules? OK. En 2019, on avait approximativement 1500 donc, chauffeurs de taxi. Généralement, c'est 1 pour 1 ou légèrement un peu plus de chauffeurs que de véhicules. Mais pour garder quelque chose de simple, on avait 1500 chauffeurs entre la berline et entre l'accessible, donc qui faisaient du transport adapté pour la STM avant la pandémie. Donc là, on revient à une autre question sur l'exonération. Le transport collectif avec contrat est-il exonéré? Oui, excusez, j'ai mal comme là. Exonéré de la redevance? Oui, c'est ça, c'est selon la réponse. TA, Exactement. Je me suis limité à TA vu que la présentation touche le TA, mais oui, le transport collectif aussi. Les répondants et répartiteurs doivent choisir une région sur leur demande au NPQ. Selon ma compréhension, avez-vous des fournisseurs qui ont des permis provinciaux ou certaines régions? Alors, personnellement, je l'ignore. Par contre, en parlant les dernières semaines avec nos fournisseurs taxis, alors je sais qu'il y en a qui ont l'ambition de s'installer quelque part. Comme on a vu au début, c'est pas un avis légal de la loi, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne sais pas comment faire pour s'établir en région. Peut-être avoir un répondant quelque part et sous-traiter avec un répartiteur ailleurs, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait certains fournisseurs qui étaient intéressés par des régions. Dernière question, ça c'est vraiment plus un message aussi d'intérêt général. Les gens nous demandent si on va partager notre document.
En fait, notre présentation, comme la plupart des autres présentations qu'on a fait récemment aussi, sont enregistrées et vous allez recevoir le lien là, qui va vous mener vers les différents enregistrements. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui, pour ce qui est de la présentation et des différentes questions. Merci encore beaucoup, Amel, c'était vraiment intéressant. Et merci aussi aux gens de l'auditoire. Vraiment, en tout cas, de ce que je vois, là, on a vraiment atteint un record aujourd'hui. Ça a été super populaire. Et de fois en fois aussi, nos présentations sont de plus en plus populaires. Donc, il va en avoir d'autres. Tous les détails là, vous seront communiqués via notre site Internet et également via nos infolettres aussi. Donc, alors, à bientôt. Merci encore tout le monde et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, Ahmed. Bye bye. Ouais.